8. L'enfant n'avait pas dormi de la nuit dans son insomnie. Il s'était amusé à m'écrire une nouvelle lettre en anglais. Il me l'a envoyée cachetée. J'en ai corrigé les fautes et lui ai répondu en anglais aussi. Par le retour de courrier, il m'a fort bien compris. Ce qui l'a convaincu de ses progrès et lui a prouvé qu'il pourrait désormais à toute rigueur correspondre dans sa nouvelle langue. Depuis près de 15 jours, le général Gorgo était malade. Son incommodité avait tourné en dysenterie très maligne que donnait des inquiétudes. L'admiral venait de lui envoyer le médecin du Northumberland, le docteur Warden. L'empereur le fit retenir à dîner durant tout le repas et longtemps après, la conversation fut exclusive sur la médecine, tantôt gaie, tantôt sérieuse et profonde. L'empereur était en bonne humeur. Un mot ne tendait pas l'autre. Il accablait le docteur des questions d'arguments spirituels et subtils que l'embarrassaient encore. Celui-ci ne voyait que de feu, si bien que près le dîner, il me prit à part pour me demander comment il se faisait que l'empereur fût si fort sur ces matières. Il ne doutait pas qu'elles ne fussent l'objet de ces conversations familières. Pas plus que toute autre chose, lui disais-je avec vérité, mais c'est qu'il est peu de sujets qui soient étrangers à l'empereur et qu'il les traite toutes d'une manière neuve et piquante. L'empereur ne croit point à la médecine ni à ses remèdes, dont il ne fait aucun usage. Docteur, disait-il, notre corps est une machine à vivre. Il est organisé pour cela, c'est sa nature. Laissez-il la vie à son aise, qu'elle se défende elle-même. Elle fera plus que si vous la paralysiez en l'encombrant des remèdes. Notre corps est comme une montre parfaite qui doit aller un certain temps. L'horloger n'a pas la faculté de l'ouvrir. Il ne peut la venir qu'à tâtons et les yeux bandés, peut un qui, à force de la tourmenter à l'aide d'instruments bicornus, vient à bout de lui faire du bien, combien d'ignorants la détrissons. L'empereur ne reconnaissait donc d'utilité à la médecine qui, dans certains cas assez rares, dans des maladies connues, consacrées par le temps et l'expérience, est y comparé alors l'art du médecin à celui de l'ingénieur, dont les sièges réguliers ou les maximes de Vauban, les règles de l'expérience ont soumis tous les hasards et des lois connues. Aussi d'après ces principes, l'empereur avait-il conçu l'idée d'une loi qui nous permit à la masse des médecins en France que l'usage des remèdes innocents et que leur interdit celui des remèdes héroïques, c'est-à-dire qui pouvant donner la mort, à moins qu'ils ne fissent 3 ou 4 000 francs au moins de leur état, ce qui supposait déjà, disait-il, de l'éducation, des connaissances et un certain crédit public. Cette mesure, disait-il, était certainement juste et bienfaisante. Toutefois, elle était encore, dans mes circonstances hors de saison, les lumières n'étant pas encore assez généralement répandues, ne doute que la masse du peuple ne veut qu'un acte de tyrannie dont la loi qui pourtant le dérobait à ses bureaux.
L'empereur avait souvent entrepris sur la médecine. Le célèbre confesseur, son médecin. Celui-ci apporte l'honneur de son corps et de ses collègues. Lui confessait avoir à peu près les mêmes opinions et les mettait même en pratique. Il était très ennemi des remèdes. Les employés fort peu. L'impératrice Marie-Louise souffre beaucoup dans sa grossesse et le tourmentant peut être soulagé. Il lui donnait malicieusement des pilules de mie de pain qui ne l'essayant pas que de lui faire beaucoup de bien, disait-elle. L'empereur disait qu'il avait amené Corvisart à avouer que la médecine était une ressource privilégiée, qu'elle pouvait faire du bien aux riches, mais qu'elle était le flot des pauvres. Mais ne croyez-vous pas, disait l'empereur, que vu l'incertitude de la médecine elle-même et l'ignorance des mains qui l'employant, ces résultats pris en masse sont plus funestes au peuple qu'utiles? Corvisart encore une franchement. Mais vous-même n'avez jamais tué personne, disait l'empereur. C'est-à-dire, n'est-il pas des malades qui sont morts évidemment de vos remèdes? Sans doute, répondait Corvisart, mais je ne dois pas le voir plus sous la conscience que votre majesté qui aurait fait périr des cavaliers. Non, parce qu'elle aurait ordonné une mauvaise manœuvre, mais parce qu'il s'est trouvé sur la route une fossé, un précipice qu'elle n'avait pu voir. De là, l'empereur est passé à des problèmes et des définitions qu'il proposait au docteur. Qu'est-ce que la vie, lui disait-il, compte et comment la recevons-nous? Tout cela était autre chose encore que mystère. Puis il définissait la folie innocente, une divagation de jugement entre des idées, juste leur application. Un fou mange des raisins dans une vigne qui n'est pas la sienne et répond aux reproches du propriétaire. Nous sommes deux ici, le soleil nous voit, donc j'ai le droit de manger des raisins. Le fou terrible était celui chez qui cette lacune eut des vacations de jugement s'exerçait entre des idées et des actes. C'était celui qui coupait la tête d'un homme endormi et se cachait derrière une haie pour jouir de l'embarras du corbeau. Lorsqu'il viendrait à se réveiller, l'empereur demandait encore au docteur quelle était la différence entre le sommeil et la mort. Et il répondait lui-même en disant que le sommeil était la suspension momentanée des facultés sur lesquelles notre volonté exerce son pouvoir et la mort, la suspension durable non seulement de ces mêmes facultés, mais encore de celles sur lesquelles notre volonté est sans pouvoir. Dès là, la conversation est tombée sous la peste. L'empereur soutenait qu'elle se prenait par l'aspiration aussi bien que par le contact. Il disait que son plus grand danger et sa plus grande provocation était dans la crainte. Son siège principal dans l'imagination en Égypte du Sud dont elle était frappée périssant. La défense et le remède le plus sage était le courage moral. Il avait impunément touché des études de pestiférés à Jaffa et sauvé beaucoup de monde en trompant les soldats pendant plus de 2 mois sur la nature du mal. Ce n'était pas la peste, leur avait-on dit, mais une fièvre à boubou. De plus, il avait observé que le meilleur moyen d'en préserver l'armée avait été de la mettre en marche et de lui donner beaucoup de mouvements. La distraction et la fatigue s'étaient trouvées le plus sûr garanties.
L'empereur disait encore au docteur, si Hippocrate entrait tout à coup dans votre hôpital, ne serait-il pas bien étonné? Adopterait-il vos maximes et vos mesures? Ne vous réprouverait-il pas? Vous-même entendriez-vous son langage? Vous comprendriez-vous l'un et l'autre? Est-il terminé enfin par vanter gaiement la médecine de Babylone, où l'on exposait les malades à la porte, et où les parents assis auprès d'eux arrêtions les passants pour leur demander s'ils avaient jamais eu pareille chose et ce qui les avait guéris. On avait du moins la certitude, disait-il, d'éviter ceux que les remèdes avaient tués. 9. J'étais à déjeuner avec l'empereur après la leçon d'anglais lorsqu'on m'a porté une lettre de ma femme qui m'a rempli de joie et de reconnaissance. Elle me demandait que ni la crainte, ni la fatigue, ni la distance ne saurions l'empêcher de venir me rejoindre, qu'elle n'aurait de bonheur qu'auprès de moi, qu'elle n'attendait que la saison. Dévouement admirable, bien supérieur à toute la nôtre ici, en ce qui s'exécute aujourd'hui de sa part, en toute connaissance des causes. Je ne pense pas qu'on puisse avoir la barbarie de la refuser en Angleterre. Que sollicite-t-elle des grâces en faveur? Non, elle demande de partager un exil, d'aller sur une roc abandonnée, remplir un devoir et témoigner sa tendresse. Que j'étais loin de juger du cœur et de l'âme de ceux qui nous tenions. Madame de las Casas, si vous constamment repoussez, soit par divers prétextes, ou même par la silence, afin et comme vous se débarrasser de son importunité. Lord Bathurst lui a fait écrire au commencement de 1817 qu'on pourra lui permettre de se rendre au Cap de Bonne-Espérance. 500 lieues plus loin que Sainte-Hélène, d'où si le gouverneur de Sainte-Hélène, Sir Hudson Lowe, n'y trouve aucune objection, elle pourra se rendre auprès de son époux. J'abandonne sans commentaire cette espèce de mauvaise plaisanterie à quiconque se sent un cœur d'âme. Cette lettre était venue par la frégate Lowen Glendower, qui arrivait du Cap et qui nous a apporté en même temps les journaux d'Europe jusqu'à 4 décembre. Le temps était tourné à ces mauvaises pluies battantes qui nous permettions à peine le jardin. Heureusement, nous avions des journaux pour nous occuper. Pour cette fois, j'eus la satisfaction de voir l'empereur les parcourir sans les secours des personnes. Dans ces papiers se trouvaient beaucoup de détails sur le procès du maréchal Ney qui se traitait en cet instant. À ce sujet, l'empereur disait que l'horizon était bien sombre, que ce malheureux maréchal était certainement en grand péril, que néanmoins il ne fallait pas désespérer encore. Le roi se croit sans doute bien sûr de ses pères, disait-il. Ceux-ci sont sûrement bien montés, bien résolus, bien acharnés, et bien les plus légers, ainsi dans un vent nouveau. Que sais-je? Est alors en dépit de tous les efforts du roi et de ceux qui croyant être l'intérêt de leur cause, il peut prendre tout à coup fantaisie à la chambre des pairs de ne pas condamner et ne se trouvera sauvé. Cela conduit l'empereur à se tendre sur notre esprit léger, fugitif, changeant. Tous les Français, a-t-il dit, sont frondeurs, turbulents, mais non conspirateurs, encore moins conjurés. Leur légèreté est tellement de nature, leur variation si subite qu'on pourrait dire qu'elle les déshonorant.
Ce sont des vraies girouettes au gré des vents, il est vrai, mais se visent chez eux et s'en calculent. Et voilà leur meilleure excuse. Du reste, qu'il soit bien entendu que nous ne parlons ici que de la masse, de celle qui compose l'opinion, car les exemples individuels, au contraire, au familier dont nous dénirtons et trouvons certaines classes d'une abjection dégoûtante. C'était cette connaissance du caractère national, continuait l'empereur, qui l'avait toujours empêché d'avoir fait usage de la haute cour. Elle était dans notre constitution. Le conseil de Taon avait même arrêté l'organisation, mais l'empereur avait senti tout le danger de l'éclat et de l'agitation que répondant du jeu de pareil spectacle. Une telle procédure, disait-il, était un véritable appel au public et devenant toujours un grand échec à l'autorité. Si l'accusé l'emportait, un ministère en Angleterre pouvait bien supporter sans inconvénient les effets de cet appel perdu, mais un souverain tel que je l'étais, dont et dans les circonstances où je me trouvais, ne l'aurait pas poussant le plus grand danger pour la chose publique aussi préférée. Je m'en tenir constamment aux tribunaux ordinaires. La malveillance se trouva souvent à y réduire et pourtant de tous ceux qui lui plut d'appeler à l'heure des victimes, qu'elle salue, je vous prie, qui est ce vertu populaire à nous tenir épreuve. Elle en prit soin de me justifier tout demeurant flétri dans l'opinion nationale. L'empereur avait réservé pour lire avec moi un article du journal relatif à la voiture qu'il a perdue à Waterloo. La grande quantité d'expressions techniques le lui avait rendu trop difficile. Le journaliste donnait un détail très circonstancié de cette voiture et faisait un inventaire très minutieux de tout ce qui s'y trouvait. Il y joignait parfois les réflexions les plus triviales, mentionnant une petite boîte de liqueur. Il observait que l'empereur ne s'oubliait pas, on ne se laissait manquer de rien, en citant certains objets recherchés des sons nécessaires. Il ajoutait qu'on pouvait voir qu'il faisait sa toilette comme il faut. L'expression était en français. Ce dernier mot a produit dans l'empereur une sensation que ne pas hésiter sans doute un sujet plus important. Mais, me dit-il, avec une espèce de dégoût mêlé de douleur, ce peuple d'Angleterre me croit donc un animal sauvage. L'a-t-on amené véritablement jusque-là? Où sont prince de Galles, espèce de bouffe happy, Monsieur Tom ne fait-il pas sa toilette comme chacun de ceux qui parmi nous a quelque éducation? Il est certain que j'aurais été fort embarrassé de lui expliquer ce qu'avait voulu dire le journaliste. Du reste, il a connu que l'empereur est la personne du monde qui mettait les moins de prix à sa aise et s'en occupait le moins, mais aussi, et il se plaît à le confesser. Il n'en fut jamais plus que le dévouement et les soins de serviteurs ont rayonné davantage. Comme il mangeait à des heures très irrégulières, on trouvait le secret dans ses courses et ses voyages de voir son dîner fort ressemblant à celui des Tuileries, toujours prêt à 2 pas de lui. Il n'avait que parler et il se trouvait servi. C'était magique, disait-il lui-même, durant 15 ans.
Il a bu constamment un même vin de Bourgogne, Chambertin, qu'il aimait et qu'on croyait lui être salutaire. Ce vin se retrouvait pour lui dans toute l'Allemagne, au fond de l'Espagne, partout jusqu'à Moscou. Et il est vrai de dire que les arts, les luxe, le raffinement de l'élégance et du bon goût se disputaient comme un son insu autour de lui pour lui ménager quelques jouissances. La journaliste anglais décrivait donc une infinité d'objets qui étaient dans la voiture sans doute, mais dont l'empereur n'avait pas la moindre connaissance, bien qu'ils ne s'en étonnaient nullement, disait-il.